Ce qu'on appelle le terrorisme, c'est un petit peu le sujet du jour partout dans le monde, ou presque partout dans le monde. Pourquoi je dis ce qu'on appelle le terrorisme? Et j'insiste sur le fait que ce mot, il va falloir l'analyser et le définir. Il y a déjà beaucoup de gens qui le font. J'ai déjà entendu beaucoup de gens parler, mais qui est le vrai terroriste? Est-ce que c'est celui qui se bat en Syrie, par exemple, ou est-ce que c'est celui qui le bombarde par des avions? C'est une question légitime. Alors, moi, d'après moi, ce phénomène qu'on appelle le terrorisme n'existe peut-être pas. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je crois que le terrorisme, c'est la somme de deux choses qui ne peut pas exister l'un sans l'autre. J'explique. Je crois que le terrorisme, c'est tout simplement un événement ou un acte qu'on peut qualifier de criminel. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui tue quelqu'un ou quelqu'un qui tue plusieurs personnes, ou aussi quelqu'un qui menace quelqu'un ou qui menace plusieurs personnes. Tuer quelqu'un ou menacer quelqu'un de mort, c'est ce qu'on appelle dans la loi un acte criminel. C'est ce qu'on appelle aussi dans la morale générale ou dans les religions ou dans l'éthique un acte immoral ou criminel. Jusque-là, on ne parle pas de terrorisme. Il faut rajouter à cet événement-là une autre composante pour que le concept de terrorisme se réalise. Cette autre composante, moi je l'appelle la peur. On prend un acte criminel, on lui rajoute la peur, on les mélange tous les deux, ça crée ce qu'on appelle le terrorisme. Pourquoi je dis la peur? Parce que si quelqu'un commet un acte criminel, j'en entends pas parler, ou même si j'en entends parler, ça ne me fait pas peur, alors on ne peut pas parler vraiment de terrorisme. Par contre, si quelqu'un commet un acte criminel, j'en entends parler et je ressens de la peur, et je fais partie d'un groupe social, d'une communauté qui ressent la même émotion, qui est la peur ou la terreur, alors on peut parler de terrorisme. Je vous donne un exemple. Étant donné que je fais cette vidéo-là en Allemagne, prenons quelques exemples allemands. Parce qu'en Allemagne, voyez-vous, comme dans presque tous les pays démocratiques, il y a énormément de criminalité. C'est presque le propre de la démocratie d'avoir beaucoup de criminalité. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Par exemple, moi en ce moment, je suis à Berlin. Quand je descends ici dans la rue, chaque jour, il y a plusieurs dizaines d'individus, juste ici dans mon quartier, qui vendent de la drogue. Ils m'interpellent dans la rue, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et je peux plus facilement acheter de la drogue, que ce soit du cannabis ou de la cocaïne ou des pilules de l'amphétamine, que acheter un oignon, par exemple. Extrêmement facile. Bon, ça, bien évidemment, je crois qu'on est d'accord pour appeler ça de la criminalité, ou aussi du crime organisé. Par contre, est-ce que ça me fait peur? Ça ne me fait pas peur. Pourquoi ça ne me fait pas peur? Je ne sais pas. Peut-être que si on parlait de ce phénomène-là, et si on disait qu'il y a des trafiquants de drogue dure qui sont devant les écoles, qui abordent les adolescents dans la rue pour leur offrir de la drogue dure, qui crée une grosse dépendance, qui détruisent les neurones du cerveau et le corps, etc. Si on en parlait presque tous les jours à la télé, peut-être que les parents, et les gens comme moi, ou les citoyens en général, vont avoir peur. Et si je ressens en moi cette émotion et que je la partage avec une communauté autour de moi,
alors on vient de créer le concept du terrorisme. Mais là, on ne parle pas de terrorisme. D'ailleurs, on n'en parle pas du tout. Un autre exemple, restant toujours en Allemagne. En 2015, une compagnie aérienne qui s'appelle Germanwings, son copilote, d'après toutes les enquêtes, a décidé de se tuer, de tuer tout le monde dans l'avion, et il a fait cracher l'avion direct dans les Alpes françaises. C'était un vol entre Barcelone et Düsseldorf. Bon. Andreas Lubitz. Je suis presque sûr que vous ne le connaissez pas. C'est le nom du copilote en question. Il s'est enfermé dans sa cabine et il a dit ben moi, je vais faire cracher l'avion dans la montagne. En 2015, il a tué tout le monde, tous les passagers et les membres de l'équipage, autour de 150 personnes. On parle ici aussi d'un acte criminel. Mais est-ce que c'est vraiment du terrorisme? Non, parce que je n'ai pas peur, vous n'avez pas peur, les gens prennent l'avion tous les jours, ils n'ont pas peur. La compagnie aérienne en question, ça c'est arrivé en 2015, en 2016, ils ne s'appellent plus Germanwings, ils ont changé leur nom, ils s'appellent maintenant Eurowings ou quelque chose comme ça. Alors, tout va bien. Maintenant, il y a d'autres actes criminels qu'on appelle, ou qu'il y a certaines personnes appellent du terrorisme. Moi, je ne les appelle pas du terrorisme parce que moi, j'ai pas peur. Alors, ces actes-là sont souvent des actes commis par ce qu'on appelle des musulmans ou des arabes qui, je ne sais pas ce qu'ils font, ils s'explosent ou ils tuent des gens ou quelque chose comme ça. Alors, c'est des criminels, peu importe leur origine, ils commettent un acte criminel, et tout d'un coup, tous les médias du monde en parlent. Et quand ils en parlent pendant plusieurs jours. Et ils créent l'émotion nécessaire, qui est donc la peur, pour constituer ce qu'on appelle le terrorisme. C'est-à-dire que si un criminel s'explose ici et tue 10 personnes, bon, c'est pas nécessairement plus grave que celui qui est en train de vendre de la cocaïne devant les écoles. Ce n'est pas nécessairement plus grave que les dizaines de personnes qui sont en train de vendre de la drogue. C'est pas nécessairement plus grave ou moins grave que le pilote de l'avion qui a tué 150 personnes, Andreas Lubitz. Mais tout ça est grave, parce que c'est des actes criminels. Enlever la vie de quelqu'un, c'est quand même grave. Bombarder des gens par des avions, c'est aussi grave, c'est la guerre c'est quelque chose de grave. Mais pour créer ce concept, ce sont les médias et les gens qui croient les médias, et qui répètent ce que les médias disent à travers les réseaux sociaux, ou dans la rue, ou dans le café, qui créent tous ensemble le concept du terrorisme et de la terreur. Alors, si tout ce que je dis a un sens, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les terroristes, ce n'est pas les criminels, parce qu'il y a d'autres criminels, mais on ne les appelle pas terroristes. Donc, ce qu'on appelle terroriste, c'est le ou les criminels qui ont commis le crime, plus ceux qui diffusent l'information et diffusent la peur en appelant cet acte un acte de terrorisme. Donc, pour qu'il y ait ou pour désigner un groupe de personnes de terroristes, il faut prendre le criminel en question, plus le journaliste, plus l'homme politique, plus toi, moi, lui, tous ceux qui en parlent et qui
propagent la peur et la terreur? C'est bien évidemment le but recherché par ces criminels. Alors, il faut voir c'est quoi leur but exactement. On n'a jamais vraiment posé la question à ces criminels pour voir qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur but. Parce que si leur but de propager la peur, ils ne l'atteignent pas à travers leur acte, ils l'atteignent à travers le fait que leur acte est propagé et est diffusé comme un acte qui suscite la peur. Observer le phénomène qu'on appelle terrorisme en Tunisie pourrait peut-être nous aider, nous éclairer sur ce phénomène qui est présent un petit peu partout dans le monde maintenant. Donc moi, je n'utiliserai plus ce terme, et je vous dirais que cette criminalité qui existe en Tunisie, en Europe, un petit peu partout, si on l'observe en Tunisie, on remarque que les criminels travaillent toujours ensemble. Il y a des filières de criminalité qui s'entendent bien, on va dire. Alors, entre les frontières de la Libye et l'Algérie, c'est là que le plus gros trafic illégal se déroule. D'ailleurs, le gouvernement lui-même, il dit, chaque fois qu'il découvre des armes ou des explosifs ou quelque chose qui va servir à un acte criminel, ou qui pourrait servir à un acte criminel, ou de toute façon, la détention d'armes en elle-même, c'est un acte criminel, en Tunisie du moins, pas aux États-Unis, eh bien, ça coïncide toujours avec les filières de ce qu'on appelle l'économie souterraine, c'est-à-dire tout ce qui est marchandises importées, exportées d'une façon illégale, tout ce qui est trafic de drogue, il y a énormément de trafic de drogue entre l'Algérie et la Tunisie, entre la Libye et la Tunisie, entre la France et l'Allemagne, entre l'Espagne et la France, entre le Maroc et l'Espagne, bon. Alors, ces filières-là, là où il y a le trafic de drogue, le trafic d'armes et le trafic de marchandises, eh bien, ces criminels-là, qu'on appelle l'autre mot, ils font partie de la même filière. Mais on ne veut pas les désigner comme ça, ou on a peut-être peur de les désigner comme ça, ou il y aurait peut-être des intérêts à faire la promotion de la peur. La conclusion de tout ça, c'est qu'il ne faut pas que nous tombions dans ce piège. Le piège de ne pas bien comprendre les mots, les concepts derrière les mots, et surtout, à qui profite le crime. Alors, à qui profite le crime? Comment ça se fait qu'en Tunisie, en Libye, en Syrie, en France, en Allemagne, au Canada, presque partout maintenant en Europe, en Afrique du Nord et dans d'autres pays, vous ouvrez les médias, vous ouvrez le journal, on vous parle très souvent de cette criminalité-là. Et on n'en parle jamais de l'autre criminalité. Comment ça se fait, par exemple, quand on ouvre le journal, on nous parle de la burqa, ou du voile, ou des musulmans, ou des arabes, surtout en France, par exemple. Alors, il faut croire que cela profite à quelqu'un. Il faut croire aussi qu'il y a des groupes qui financent et qui supportent ces activités criminelles, sinon elles ne vont pas grossir comme ça et devenir aussi importantes. Bon, à qui profite le crime? Ça peut être très simple. Ça peut profiter au pouvoir en place, n'importe quel pouvoir en place, parce que la peur permet toujours au pouvoir en place de se maintenir, de se solidifier, que ce soit en Tunisie, en France, aux États-Unis, n'importe où.
Et quand je dis le pouvoir en place, je dis aussi les lobbies du trafic des armes, la vente légale des armes. Parce que dans un climat de peur, il faut bien évidemment que les armées et que les policiers s'équipent plus. Donc les gouvernements vont investir plus de moyens dans l'équipement des armées et de la police. Cela fait l'affaire des armées, des policiers et surtout de ceux qui fabriquent les armes et leur vendent. Bon. Donc c'est évident. Et ensuite, pour acheter ces armes, il faut souvent emprunter à la banque. Donc les banques et les grands banquiers, surtout ceux qui prêtent aux nations, font bien évidemment un très bon chiffre d'affaires et beaucoup de profits avec ce type de criminalité qui est médiatisée et qui suscite la peur. Et puis, bien évidemment, il y a les médias qui sont généralement détenus par les détenteurs de capitaux eux-mêmes et qui contribuent à propager le message et de dire que, regardez, ces actes criminels-là sont des actes qui suscitent la peur. Tout ça pour dire que il ne faut pas croire tout ça. Il faut prendre les informations dans les médias avec beaucoup de critique, avec beaucoup de distance. Il faut essayer d'analyser le sens des mots. Il faut essayer de voir pourquoi telle personne parle de ça, pourquoi il parle de ça sous un certain angle. Il y a plusieurs journalistes en ce moment en France et même des écrivains qui gagnent leur pain à propager et à servir ces criminels, à propager la peur. Et puis, il ne faut pas oublier que, par exemple, en Afghanistan, c'est un des plus grands exportateurs au monde d'opium et de cannabis depuis le temps des talibans. Et après l'intervention américaine, les exportations de cannabis et d'opium de l'Afghanistan vers le reste du monde ont augmenté, malgré que c'est un pays supposé être sous la surveillance militaire américaine et occidentale, avec des drones, des satellites, de l'espionnage, des troupes armées sur place. Alors comment expliquer qu'il y a des tonnes d'opium et de cannabis qui sont capables de sortir de l'Afghanistan et pour aller vers le monde entier? Alors on voit bien que en réalité, cette criminalité-là, elle est maintenue, elle est encouragée par des responsables politiques, médiatiques, des détenteurs de capitaux, par des banquiers, par des trafiquants d'armes, et que l'opinion publique est manipulée parfois par les médias. Pour ceux qui s'en rendent compte, ils ne sont pas manipulés, et pour ceux qui regardent encore les médias et croient ce que les médias disent ou la façon avec laquelle ils le disent, ils tombent dans le piège et cela crée une guerre entre vous et moi et lui, et puis on commence à se soupçonner chacun des groupes sociaux d'être des criminels les uns contre les autres. La dernière chose qu'il faut surtout ne jamais oublier, c'est que les populations qui sont les plus grandes victimes de ces actes criminels qui consistent à s'exploser ou à tuer quelqu'un ou à tuer plusieurs personnes pour aucune autre raison à part le fait d'espérer que les médias relayent la peur, les plus grandes victimes, c'est souvent les populations musulmanes et arabes dans le monde entier, surtout en Syrie, en Tunisie, en Libye, en Irak, etc. Alors sur ce, faites attention et je vous souhaite une bonne journée.